Allez, bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée de ce matin est Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente du Parti Les Républicains. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci d'être avec nous ce matin. Avec moi pour co-présenter l'émission Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour. Et Mathieu Gruel, journaliste de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une trentaine de minutes pour commenter, réagir à l'émission, poser votre question. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va parler économie, on va parler budget, on va parler des Républicains, on va parler des régionales. Mais avant cela, on va parler de l'actualité qui a fait marquant d'hier. L'arrestation des syndicalistes impliqués dans les violences du CCE la semaine dernière à Air France. Alors, l'affaire fait encore beaucoup réagir, beaucoup parler. Vous plaidez pour qu'on en tire au moins des leçons politiques et pour qu'on essaie de développer un renouveau du syndicalisme en France, disiez-vous. C'est-à-dire, oui, concrètement. D'abord, je trouve ça normal qu'il y ait des suites. S'il y a lieu, des sanctions. Les images ont été très violentes et voilà, ce n'est pas des méthodes de dialogue de déchirer la chemise des gens. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on s'en arrête là parce que ces scènes, elles disent quelque chose sur la situation de blocage dans laquelle est le dialogue social. Il y a eu ces images à Air France, mais il y a aussi eu l'affaire de l'usine Smart où tous les salariés étaient d'accord pour augmenter la durée du temps de travail et ça a été bloqué par les syndicats au niveau national. Oui. Donc on sent bien qu'on n'est pas à l'optimum, c'est peu de le dire, en matière de dialogue social. Et donc moi, je voudrais qu'on en tire non seulement des conséquences éventuellement judiciaires en termes de sanctions, mais surtout des conséquences politiques pour réorganiser, renouveler le dialogue social. Et pour moi, ça passe par une réorganisation des syndicats, un renouveau du syndicalisme. C'est une question de représentativité des syndicats ou vous appelez carrément à un autre modèle, c'est-à-dire un vote, y compris en dehors des syndicats? C'est plusieurs choses. D'abord, tout le monde est d'accord maintenant. Vous voyez le rapport Combrexel qui a été rendu au gouvernement. Vous entendez aussi les propositions qui se font dans ma famille politique. Il y a vraiment un consensus qui se construit autour de l'idée qu'il y a trop de choses qui se passent dans le Code du travail, qui se passent dans la loi, et il faudrait renvoyer plus de choses dans le monde conventionnel, à la négociation. Négociation collective dans les branches ou négociation dans les entreprises. Et moi, vraiment, je souscris à ça. Seulement la logique, si vous faites ça, c'est d'avoir une organisation différente, parce que si vous négociez plus dans les branches et dans les entreprises, il faut pouvoir vraiment négocier. Il faut avoir un dialogue social de qualité. Il faut avoir en face des partenaires véritablement représentatifs, responsables et des solutions pour pouvoir débloquer les choses quand le dialogue social est resté bloqué. Donc concrètement, je crois qu'il faut se donner les moyens de rénover le syndicalisme et se donner les moyens de sortir des blocages quand il y a blocage. Pour rénover le syndicalisme, aujourd'hui on a à peine 8% des travailleurs qui sont syndiqués. Et c'est encore beaucoup moins dans le privé, parce que 8% c'est une moyenne nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça ne fonctionne pas. Une autre représentation à côté des syndicats, ou en plus des syndicats? Non, ce que je voudrais, c'est renouveler l'intérêt d'aller dans un syndicat. C'est faire en sorte, par exemple, que le mandat syndical ne soit qu'une étape temporaire et transitoire dans la vie des salariés. Il faut limiter le nombre de mandats ? Je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats dans la durée et il faut aussi s'assurer que le nombre d'heures de délégation ne permet pas, dans les entreprises moins de 500 salariés, de plus du tout travailler. Parce qu'en fait, ça coupe le représentant syndical du monde du travail. Je pense que c'est une erreur. Deuxième proposition, je trouve qu'on devrait introduire la notion de syndicalisme de service qui existe dans d'autres pays. Cette idée que les syndicats ne sont pas là juste pour la négociation, ils offrent aussi des services qui peuvent être des mutuelles, comme ça existe par exemple dans le milieu des profs. Et dans le milieu des profs, c'est beaucoup plus syndiqué. Ils offrent des services, ils font communauté en quelque sorte, à l'intérieur de leur branche professionnelle. Troisième chose, il faut diminuer le nombre de syndicats, parce qu'on a un paradoxe. On a énormément de syndicats et très peu de syndiqués. On a une multiplication des syndicats, comme d'ailleurs on a une multiplication des branches. En fait, on perd dans le nombre ce qu'on n'a pas, enfin on dilue dans le nombre ce qu'on a perdu en termes d'intensité. Oui, et puis de l'autre côté, je le dis, rénover le monde syndical, mais aussi se donner les moyens de dépasser les blocages quand il y a blocage, et par exemple, rendre le référendum en entreprise générateur de droits, c'est-à-dire
contraignant, enfin pas seulement, en faire pas seulement une étape possible de la consultation, mais s'il y a un blocage dans la négociation collective, eh bien, pouvoir se tourner vers les salariés. Il faut un dispositif obligatoire là-dessus, un dispositif obligatoire de la loi. Oui, enfin, je ne sais pas ce que veut dire obligatoire. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un dispositif consultatif. C'est ça. Moi, je dis que ce n'est pas assez. Il faut que les salariés puissent débloquer les choses quand la négociation est bloquée. Donc il faut aller au-delà du consultatif, il faut aller vers un référendum qui soit créateur d'effets de droit. Imposer un dernier recours. En quelque sorte. Et le dernier recours, ce sont les salariés. Sur le côté représentatif des syndicats, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre l'adhésion à ces syndicats obligatoire? Alors moi je ne suis pas tellement favorable à ça, parce que je trouve que c'est séduisant comme ça. C'est comme le vote obligatoire, vous voyez, c'est séduisant comme ça, et en fait, c'est la dernière étape de l'échec. Parce que je n'ai pas réussi à vous convaincre d'aller voter, je vais vous obliger à aller voter. Parce que je n'ai pas réussi à vous convaincre de l'intérêt d'adhérer à un syndicat, je vais vous obliger à adhérer à un syndicat. Je ne trouve pas que ce soit le bon chemin pour la rénovation. Je voudrais qu'on se donne les moyens de faire en sorte qu'on ait intérêt à adhérer à un syndicat, à travers un syndicalisme de service, parce qu'on trouve des services dans les syndicats, à travers une image rénovée du syndicalisme, parce que le syndicalisme serait moins un syndicalisme professionnel et beaucoup plus inséré dans l'entreprise, parce que comme les mandats tourneraient plus, on aurait aussi plus de possibilités d'y aller. Et puis je pense qu'il faut travailler plus qu'on le fait aujourd'hui sur la formation des syndiqués, des représentants syndicaux. Ils sont pas assez formés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques obligations, mais en fait, c'est relativement modeste. Or, si on va, comme vraiment le consensus a l'air de se construire, vers un système dans lequel il y a plus de négociations au niveau des branches et de l'entreprise, la formation des représentants syndicaux devient très très sensible, devient plus importante. Par exemple, je trouve qu'une formation en gestion, une formation pour pouvoir comprendre en fait toutes les situations dans l'entreprise, tous les points de vue, serait utile pour le moment de la négociation, et par ailleurs serait attractive aussi parce que ce serait utile pour la suite de la carrière du syndicaliste. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va passer à toute autre chose. On a beaucoup de questions qui concernent votre parti, l'appareil, et ce qu'on a aujourd'hui appelé l'affaire Morano, puisque derrière, effectivement, l'anecdotique, il y a vraiment une question de fond, une question sur les valeurs, sur la ligne politique des Républicains, une question simple. Est-ce qu'il faut que Nadine Morano soit exclue du Parti des Républicains? Écoutez, moi, ce que je trouvais important, c'est que les idées qu'elle avait mises en avant, et qu'elle voulait pas retirer, manifestement, soit exclue. Voilà, qu'il soit dit clairement que ces idées-là n'avaient pas droit de citer chez les Républicains. J'en fais pas un problème de personne, c'est pour ça que je ne demande pas l'exclusion du parti. J'en fais pas un problème de personne, j'en fais un problème de fond. Moi, je n'aurais pas voulu que ma famille politique reste dans l'ambiguïté ou tolère un discours qui nous ramène au XIXe siècle sur la théorie des races. La théorie des races dont le XXe siècle a fait litière dans les conditions qu'on sait. On cherche aujourd'hui les idées du XXIe siècle. On ne va pas perpétuellement retourner vers ces choses-là. Voilà, je pense que c'était important que ce soit fait. Je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de prendre cette décision qui était conforme. D'exclure des listes originales pour le contexte. Qui était conforme aux valeurs de ma famille politique, qui était conforme d'ailleurs à la demande de nos têtes de liste dans le Grand Est. C'est une décision courageuse parce que c'est pas sans risque politique. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, ça crée de la polémique, mais ça le mérite d'une très grande, clarté. Et vous voyez, tant que les choses sont claires vis-à-vis des idées, c'est pas la peine non plus ce serait s'enchaîner, ce serait se laisser entraîner dans les questions de personnes, ce serait afficher, ce serait dire que c'est comme un problème de personne, ce que ça n'est pas, c'est un problème d'idées. Vous parlez des idées du XXIe siècle, vous êtes quelqu'un de moderne, vous êtes quelqu'un qui défend des valeurs sociétales qui ne sont pas les mêmes que Nadine Morano tout à fait, ni que quelques autres, vous êtes très attentive aux questions environnementales. Est-ce qu'on peut imaginer que ces idées-là ne soient pas représentées, défendues dans la primaire? Mais tous les médias, depuis la rentrée, me posent à chaque fois la question. Et je réponds avec la même constance que la primaire, c'est un sujet pour 2016. Alors, je suis sans illusion, on va continuer à me la poser. Je trouve ça un peu dommage, parce que là, on fait le calendrier de l'avant. Vos collègues sont en campagne pour la primaire, déjà. Donc, Écoutez, c'est leur choix. Mais je trouve que la campagne régionale, c'est le temps du soutien à nos candidats. C'est le temps de la priorité donnée à nos candidats, à leur bataille. Ils ont déjà, c'est une grosse bataille.
c'est pas facile avec une élection au mois de décembre, pas facile de mobiliser, parce que le plus gros risque, c'est probablement l'abstention. L'abstention menace, vous savez, ça fait depuis le général de Gaulle, content quand même, qu'on n'a pas voté au mois de décembre à une élection générale. Donc il n'y a pas cette trace dans la mémoire collective d'un vote au mois de décembre. C'est pas simple. En plus, on va tomber en plein milieu de la COP 21. Donc tous les projecteurs seront sur la COP 21. Voilà, il faut mobiliser. Votre décision après. Il faut mobiliser. C'est le temps de la campagne régionale. Et moi, je ne veux pas faire la campagne des primaires sur le dos de la campagne régionale. C'est un sujet pour 2016. Continuons votre décision après. Et je répondrai à cette question en 2016 avec grand plaisir. En janvier 2016. Et on verra bien. Continuons sur les régionales, si vous voulez bien. On a une question de Ahmed, justement, qui se demande si la droite fera mieux que la gauche à la tête des conseils régionaux, notamment en Ile-de-France. Oui. Alors oui. Alors, vraiment, comment oui. Et sur quel thème? Alors je vais vous dire, il m'arrive d'avoir des doutes sur certains. Mais alors sur ce sujet-là, j'ai aucun doute. Les régions ont été le laboratoire du hollandisme. Vous regardez, les régions sont quasiment toutes aujourd'hui dirigées par des mini-gouvernements socialistes. C'est des hausses d'impôts, des hausses du nombre de fonctionnaires, une explosion souvent des budgets de la com et très peu de vision. Or, les régions ont des pouvoirs, elles ont même de plus en plus de pouvoirs, notamment en matière d'attractivité économique. Voilà, dire ce qu'on a, essayer de faire venir les entreprises, dynamiser son territoire. J'ai absolument aucun doute sur le fait que les équipes qu'on propose, qui sont en plus, voilà, elles sont en phase montante, phase de constitution, elles ont un beau dynamisme par rapport à des exécutifs socialistes qui sont vraiment, pour beaucoup d'entre eux, sur le déclin, qui sont à bout de souffle. Oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils feront mieux. Mais vous avez plein d'idées, plein de projets, je parle des régionales. Comment vous financez tout ça? Parce que vous dites, ils ne font pas grand-chose, mais ils augmentent les impôts. Comment on fait plus D'abord, on peut mieux gérer. Regardez la façon dont l'argent est dépensé en Ile-de-France. Valérie Pécresse a pointé du doigt un certain nombre de subventions totalement absurdes. La région se distribue dans des politiques qui partent dans tous les sens, plutôt que de se focaliser sur les choses qui intéressent vraiment les franciliens. Les régions sont devenues, avec les socialistes, je vous dis, une espèce de mini-gouvernement local. On fait tout sans exprimer véritablement de vision. On fait beaucoup d'embauches, on fait beaucoup de com, et au bout du compte, le résultat des politiques, il n'est pas au rendez-vous. Non, vraiment, j'ai aucun doute sur le fait qu'on peut mieux faire, mieux gérer et avoir une politique plus dynamique, notamment sur la question de l'attractivité économique et de l'emploi. On a une question de Béné qui nous dit: que pensez-vous des candidatures du parti des démocrates français musulmans pour les régionales? Et elle rajoute un commentaire: n'est-ce pas la preuve du poids du communautarisme en France? Alors, je ne suis pas le démocrate français musulman. Un parti qui se lance pour les régionales, notamment en Ile-de-France. Oui. Qui s'appelle le Parti des démocrates français musulmans, qui avait tenté sa chance pour les départementales. Oui, j'allais dire ça, on en avait entendu parler sur les départementales. Qui finalement renoncé à se présenter, mais qui là fait campagne. Écoutez, en effet, c'est une expression du communautarisme, donc moi, pour moi, c'est l'envers de ce qu'on veut faire. C'est l'envers de l'esprit, en quelque sorte, de la République. Il ne faut pas calquer un parti sur une religion. C'est ça que vous dites. Surtout pas, parce qu'au bout du compte, c'est un enfermement. Attention, on parle d'un parti laïque, qui se présente comme tel en tout cas. Oui, qui est des inspirations en termes de valeurs, je veux dire, ça existait d'ailleurs dans l'histoire, mais c'est pas... Il existe le Parti démocrate chrétien, ne serait-ce encore aujourd'hui. Oui, mais c'est une inspiration à l'origine, vous voyez. Il y a une dimension, il y a une trace historique en quelque sorte. C'est pas un parti religieux. Non, ça n'a rien à voir. Très, on va passer au chapitre économie, si vous voulez bien, avec le budget qui est débattu à l'Assemblée nationale. Michel? Oui, alors. Mathieu, je t'en prie. Alors, on se demandait si fusionner justement la CSG avec l'impôt sur le revenu pour la rendre plus progressive, est-ce que ça aurait du sens à vos yeux? Je suis contre, parce qu'en fait, derrière, c'est l'assassinat des classes moyennes. Ils s'en cachent à peine, d'ailleurs. Donc, rendre progressif. Vous savez, moi je l'ai dit, quand on a annoncé le prélèvement à la source. Et le prélèvement à la source, comme ça, quand vous regardez, ça a l'air d'être une idée sympa. Vous dites que vous n'allez pas faire votre déclaration, les paperasses, tout ça, c'est fini, ça va être prélevé à la source, on n'aura plus de problème. Sauf que j'avais dit à l'époque, vous allez voir, derrière, c'est le début
d'une suite dans laquelle il y aura fusion, et comme il y aura fusion, il y aura progressivité, et in fine, c'est les classes moyennes qui y perdront. Et bien, vous voyez, on y est. Et ça n'a pas tardé longtemps, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ans, je crois, qu'on nous parle de prélèvement à la source, et boum, maintenant, on nous met sur la table la fusion, et derrière la fusion, la progressivité, et derrière la progressivité, vous verrez qui est perdant, c'est les classes moyennes. Et si on refonde en même temps, ou si on refond en même temps la grille de l'impôt, mais le problème en fait, c'est que vous redistribuez toujours la même masse d'impôts, et même avec ce gouvernement, une masse toujours plutôt croissante, en dépit de ce qu'ils disent, sur un nombre qui est toujours le même de Français. C'est-à-dire que, et qui va plutôt se réduisant, parce qu'en fait, ceux qui payent l'impôt vont plutôt se réduisant. On devrait tous mettre notre énergie en France et notre créativité à faire baisser les dépenses et à faire baisser les impôts. Voilà, c'est là qu'on devrait déployer notre créativité. Et au lieu de ça, le gouvernement, qui n'arrive pas à faire baisser les dépenses, parce qu'on le voit encore dans ce budget, il nous annonce 16 milliards de baisse de dépenses, et en fait, la rapporteure générale du budget elle-même dit « je ne les trouve pas, il m'en manque 3 ». Elle est socialiste, hein, elle est de gauche. On a bien vu que oui, en plus, ce ne sont pas des baisses, ce sont des oui. non-hausses. C'est ce qu'on appelle de la baisse par rapport au tendanciel, donc de la non-hausse. Donc en fait, c'est un écran de fumée complet, c'est pas vraiment de la baisse, c'est de la non-hausse. Les économies ne sont pas... Bref, ils n'arrivent pas à le faire. Et comme ils n'arrivent pas à le faire, ils essayent de fuir le sujet dans de l'ingénierie sur les impôts. Alors, on va les prélever à la source, et puis on va en fusionner 2, et puis on nous fait des tuyaux dans tous les sens, mais au bout du compte, on a toujours le même problème, qui est qu'il y a trop d'impôts. Il y a trop d'impôts parce qu'il y a trop de dépenses. Mais le prélèvement à la source, il existe dans presque tous les pays. Est-ce que c'est pas un peu moderne quand même de faire ça? Je ne suis pas contre le principe, je trouve ça sympathique et attractif. Ça, vous le voteriez. Ce que je dis, mais mon problème, c'est ce qu'on voit là, c'est que je les soupçonne, derrière le prélèvement à la source, de vouloir faire la fusion, et in fine, que ça retombe sur les classes moyennes. Et ils ne sont pas exempts de soupçons, on le voit bien tout de suite. Je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans qu'on nous a lancé le prélèvement à la source, et boum, maintenant on nous met la fusion, la progressivité, et derrière c'est les classes moyennes qui y perdent. Aujourd'hui, il n'y a que 46% des foyers qui paient l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à ce qu'il y ait, ne serait-ce que symboliquement, une contribution, par souci d'adhésion à l'impôt, une contribution de tout le monde? Je trouve qu'il faut, c'est un sujet intéressant, que c'est un sujet important, qu'il faut pouvoir y réfléchir, qu'il faut pouvoir en parler. J'ai trouvé que les commentateurs à gauche tombaient un petit peu vite sur le râble des députés socialistes qui avaient fait une proposition, parce que le fait de payer les impôts, de participer, c'est quelque chose. C'est symbolique, ça manifeste une relation, une forme de réciprocité en quelque sorte. Chacun paye un montant différent, mais... sur le revenu de la CSG ne permettrait pas aussi de régler cette question-là? Mais encore une fois, j'entends tous ces arguments-là. Le problème, c'est que derrière, je les soupçonne de le faire pour vouloir faire peser plus sur la classe moyenne, et c'est ce qu'on voit arriver. Donc, si vous rentrez dans le débat des arguments, et il y a des bons arguments des deux côtés, et que vous ne pouvez pas faire confiance, et que derrière, en fait, c'est pour augmenter les impôts de la classe moyenne, ben moi, je préfère ne pas rentrer dans le débat et dénoncer d'emblée leur mouvement. C'est pour augmenter les impôts de la classe moyenne, leur truc. Une petite dizaine de minutes, on va parler des nouvelles formes de salariat, de libéralisation de l'économie. C'est les formes alternatives au salariat. Oui, absolument. Donc on va y consacrer un petit peu de temps avec une question d'abord de Julie, qui nous dit « Le temps de travail ne correspond pas au temps de vie des Français. Il faudrait davantage de congés pour les moments durs de la vie. Pour les bons, pour les naissances, nous dit-elle, comment rendre le salariat plus en adéquation avec les aspirations actuelles ?» Vaste question. Vaste question, et une des réponses qu'on a envie de faire, c'est, bon, le salariat, il a ses contraintes. Le mouvement qui traverse aujourd'hui la société, c'est l'émergence du travail indépendant. Et ce que notre internaute là propose là, demande là, Julie propose là, en fait, c'est plus facile dans le cadre du travail indépendant. Simplement aujourd'hui, le travail indépendant, c'est un peu l'angle mort, l'impensé en quelque sorte du monde du travail. Donc moi, ma proposition, c'est pas... il y a des choses à modifier dans le salariat, il y a des choses à modifier dans le code du travail, mais c'est pas de ne regarder que ça, qui sont, je trouve, des questions qui existent, mais qui existent depuis... C'est comme les 35 heures, c'est des questions qui existent depuis 15 ans maintenant. Je propose, moi, de regarder aussi ce qui est en train de se passer à côté. Ce qui est en train de se passer à côté, c'est l'émergence d'un pilier alternatif au salariat. Aujourd'hui, vous avez 90% des salariés, des travailleurs, qui sont salariés. C'est le stock. Donc c'est vrai que l'immense majorité des travailleurs sont salariés. Mais vous avez aussi un mouvement qui traverse la société
parfois de façon volontaire. C'est une jeunesse qui n'a pas tellement envie de la hiérarchie, qui, pour des raisons qui sont beaucoup liées au numérique, à sa façon de fonctionner, se voit bien dans un fonctionnement plus autonome. Ou alors ce sont des gens qui ont eu une carrière dans le salariat. Et puis, bon, à la suite de licenciement, ils se retrouvent à devoir compléter leurs revenus et ils vont vers l'indépendance. Donc, il y a du mouvement volontaire, il y a du mouvement subi, mais en tout cas, ça existe. C'est pas particulier à C'est pas France. suffisamment accompagné, c'est pas suffisamment pris en compte par les politiques. C'est pas du tout accompagné. C'est-à-dire que vous regardez le Code du travail, vous avez le titre 7 qui parle un petit peu de l'indépendance, et puis c'est tout. Alors justement, en fait, c'est un angle mort. On Et va donc moi, rentrer- ce que je propose, c'est qu'on l'organise, en fait. On l'organise pour que ceux qui vont dans cette direction-là soient mieux protégés, qu'il y ait un statut général du travailleur indépendant, donc que ce soit plus simple, que les entreprises aussi soient protégées, parce qu'aujourd'hui, quand vous embauchez un indépendant, vous avez un risque de requalification au prud'homme en contrat salarié. En fait, je propose qu'on prenne en compte ce mouvement émergent au lieu d'en avoir peur. Ça m'a beaucoup frappé au moment de la polémique entre Uber et les taxis. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années qu'on voyait monter le problème, et l'État ne voulait pas y toucher, parce que c'est compliqué, les taxis ne voulaient pas y toucher. Et puis, il s'est retrouvé devant la bataille, et il a été obligé d'y entrer, mais défensif, sur le mode sanction. C'est l'envers de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est en train de se passer. Regardons les choses en face et anticipons. Ça se passe dans la restauration, ça se passe dans l'hôtellerie, ça se passe maintenant dans les professions de service, ça se passe dans les professions juridiques. Voilà, il faut y aller maintenant. Le rôle de l'État, c'est d'anticiper, c'est d'être en avant-phase. Ça signifie qu'il faudra en 2017, si vous êtes au pouvoir, une loi pour encadrer ça, pour créer un statut de l'indépendant. Moi, je pense qu'il faut un statut de l'indépendant. Aujourd'hui, vous avez une multitude de statuts. C'est compliqué pour les indépendants. Vous voyez, ils commencent en auto-entrepreneur. Après, ils atteignent un certain chiffre d'affaires. Ils doivent changer de statut. Il y a beaucoup de statuts. Il y a le portage salarial, le CDI intérimaire, donc qui sont des formes hybrides entre le salariat et l'indépendance. Je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut supprimer tous ces statuts. Peut-être simplifier et organiser davantage. Simplifier et puis dire clairement quelles sont les règles, quels sont les droits qui ne sont pas les mêmes que donc pour des salariés. Pour un contrat de travail unique, si je comprends bien. Non. Moins rigide. Non, je pense que à l'heure, moi je crois qu'un vent de liberté souffle en fait. Il y a une demande de liberté et il faut pouvoir y faire droit. Le contrat unique, c'est curieux parce que c'est une façon de renormaliser tout, d'essayer de tout faire rentrer dans une seule boîte. Je suis pour un statut général dans lequel on dit quelles sont les règles minimums qui s'appliquent aux indépendants. Et à l'intérieur de ce statut, il peut y avoir plusieurs formules. Dans ce statut général, je pense qu'il faut dire clairement que la base, c'est le forfait jour, parce que c'est ça la réalité du travail des indépendants. Je pense qu'il faut avoir un compte individuel qui accompagne l'indépendant avec ses points en matière de pénibilité, en matière de formation, un jour en matière de retraite, qui accompagne l'indépendant et qui puisse lui permettre de faire l'aller-retour entre le salariat et l'indépendance. D'accord. Donc derrière ça, en fait, il y a l'idée de la retraite par points. À terme, oui, moi je suis favorable à la retraite par points. Mais je pense que, compte tenu de l'état de nos systèmes sociaux, la nécessité de baisser les dépenses, du problème d'ailleurs de justice entre les générations, parce qu'en France, il y a un problème de justice entre les générations. Il y a une injustice qui est faite à la jeune génération et à celle des actifs. Il y a un déséquilibre dans nos systèmes qui est défavorable aux actifs. Je pense qu'il faut très vite augmenter l'âge de départ à la retraite. 63 ans 65. 65. Sans attendre, très vite le faire. Et je dis sans attendre parce que moi je souhaite qu'on passe à un régime par points qui est plus cohérent avec ces allers-retours entre l'indépendance et le salariat, avec un monde dans lequel le travailleur acquiert de l'autonomie. Mais le régime par points, ça met un peu de temps à être construit, donc je pense qu'on ne peut pas attendre de l'avoir construit pour augmenter l'âge de départ à la retraite. De mon point de vue, il faut faire les deux, en fait. L'âge de départ à la retraite tout de suite et le travail sur le régime par points pour pouvoir le mettre en œuvre le plus vite possible. Concernant l'idée d'un revenu universel, comme veut l'expérimenter le gouvernement centre-droit finlandais, vous êtes pour ou contre? Alors moi je regarde avec beaucoup d'intention ce qu'ils font. Je trouve ça à la fois très séduisant et en même temps j'ai une petite réticence sur la façon dont il peut être entendu et compris. C'est encore une expérimentation. Hein, oui, c'est-à-dire que l'idée c'est de fusionner dans un revenu universel toutes les prestations. Donc c'est pas une somme de 1 000 € à peu près. Ouais, c'est pas plus de prestations en fait. C'est pas plus d'assistanat, c'est une simplification. Donc vu comme ça, je trouve ça séduisant. J'ai un petit peu peur de la manière dont ça peut être entendu. Si vous dites en France, je veux un revenu universel, comme il y a un ras-le-bol vis-à-vis de l'addition des prestations. Justement, peut-être ça peut être éliminer, écarter certaines peurs. Oui, sauf qu'il faut être sûr que c'est bien entendu comme ça et que c'est pas entendu comme une prestation en plus.
J'ai un Donc petit un peu peur de revenu la universel. manière. J'ai un petit peu peur de la manière dont ça peut être perçu. Et il y en a dans votre famille politique qui défendent cette idée-là. Oui, non, mais moi je la trouve intéressante. Je vous dis, je regarde avec attention ce qui se passe en Finlande sur ce sujet. Je crains. Vous avez peur que ce soit taxé d'assistanat? Je crains que ce ne soit pas bien compris. Il y a vraiment aujourd'hui cette idée que l'urgence, c'est de libérer le travail, libérer les énergies et pousser aussi, inciter ceux qui en sont éloignés vers le travail. Donc cette idée, je la trouve séduisante. Il faudra faire preuve de J'ai peur pédagogie. qu'elle contrevienne à cette priorité en termes d'image. J'ai peur que les gens ne comprennent pas bien. Allez, une dernière question. On va parler rapidement de la COP21. Vous avez sans doute suivi cette initiative de Nicolas Hulot la semaine dernière. Oui, le clip. Le clip, et puis son livre, et puis la pétition. Est-ce que vous soutenez son initiative, son action? Écoutez, j'ai trouvé que le clip était très très bien fait. Et je trouve ça bien de pouvoir faire monter la mobilisation dans la société à l'approche de la COP21. Après, je suis un petit peu soucieuse sur les négociations elles-mêmes. Oui. C'est-à-dire que, parce que bon, de tout ça c'est important, ça crée un climat qui vise à mobiliser les chefs d'État et, vous voyez, à faire pression en quelque sorte. Mais moi je suis soucieuse sur les négociations sur le fond. Parce que les échos qu'on a, c'est que ça avance avec la plus grande difficulté, quoi. C'est qu'on est loin quand même du compte. Est-ce que François Hollande et Laurent Fabius font ce qu'il faut? Vous êtes suffisamment critique par ailleurs. Si vous en pensez du bien là-dessus, dites-le. Je vais vous dire, est-ce qu'ils font le job? Je connais vraiment bien les négociations climat parce Justement. que c'était même mon métier, moi, avant de faire de la politique. Donc ce sont des négociations qui sont très difficiles. Donc moi, je n'irai jamais jeter la pierre à personne en disant ils sont passés à côté. Bon, c'est très difficile. Là où je trouve que ils y travaillent, si vous voulez, il n'y a pas de doute. Là où je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est que c'est déjà tellement difficile qu'on ne va pas rajouter nos difficultés institutionnelles propres françaises. Et le petit débat, le tirage, les tensions entre Laurent Fabius et Ségolène Royal ne nous aident pas. Non mais on pouvait les éviter. En 2007, quand on a installé le gouvernement, Nicolas Sarkozy a choisi de mettre les négociations climatiques avec l'écologie. À l'époque, c'était Jean-Louis Borloo qui s'en occupait. Historiquement, les négociations climatiques étaient au Quai d'Orsay. Il a été choisi de les rapatrier à l'écologie. Ça donnait de la lisibilité, ça donnait de la force aux négociations climatiques. Voilà, c'était le même ministre qui s'occupait de la politique environnementale en France et qui allait échanger à l'étranger pour les négociations climatiques. Je trouvais que c'était bien. François Hollande a choisi de rebasculer les négociations climatiques au Quai d'Orsay. Donc du coup, on a du tirage en fait entre deux ministres. Une ministre qui porte l'écologie. Les réticences des pays à avancer ne tiennent pas à Ségolène Royal ou à Laurent Fabius. Il y a des questions de fond. Sauf que là, encore une fois, je connais bien les négociations climatiques. Le pays hôte a un rôle vraiment important parce que dans la dernière ligne droite, c'est le pays hôte qui fait le facilitateur. Donc c'est celui qui préside la conférence. Le ministre, ce sera le ministre français, là ce sera Laurent Fabius qui a un rôle important. Il organise souvent ce qu'on appelle le groupe des amis de la présidence, qui est un petit groupe d'une quinzaine de ministres dans lequel on négocie dans la dernière ligne droite. Il a vraiment un rôle important et qui est du tirage en fait. Pour des raisons manifestement d'ego, des raisons personnelles, chacun essaye de tirer son bénéfice. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance pour l'image de la France parce que ça se sait dans les négociations. Et ce n'est pas une chance pour la négociation elle-même. C'est déjà tellement difficile. On voudrait avoir des négociateurs libérés de ces enjeux personnels. Ce sera le mot de la fin. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous. Merci chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés.